La nuit n'avait jamais semblé aussi lourde. Au-dessus de Karuma, un ciel noir déversait sa colère, comme s'il voulait noyer les secrets et les douleurs des hommes. La pluie tombait drue, battante, ininterrompue. Elle frappait les toits de tôle, tambourinait sur les vitres closes et transformait les ruelles poussiéreuses en rivières boueuses. Il était minuit et le vent soufflait comme un hurlement ancien. Au milieu de cette tempête, Liora se tenait là. Trempée jusqu'à l'os, les cheveux collés au visage, une main crispée sur son ventre de 7 mois. Elle portait une robe bleu pâle, désormais détrempée, moulée contre sa peau, et un gilet de coton qui ne protégeait plus rien. Son souffle tremblait autant que ses lèvres. Son autre main tenait un petit parapluie retourné par les bourrasques. Elle le laissa tomber. Devant elle, la maison de l'homme qu'elle aimait, Yannick Mensa. L'homme dont elle portait l'enfant, le seul à qui elle avait confié son âme. La lumière était allumée derrière les rideaux épais. Elle avait marché pendant plus d'1 heure sous la pluie, le cœur battant d'espoir malgré les mots qui lui avaient transpercé le cœur au téléphone. « Je veux que tu viennes. » Maintenant. La porte s'ouvrit brusquement. Yannick était là, grand, imposant, vêtu d'un t-shirt gris et d'un pantalon de jogging sombre. Ses yeux brillaient d'une lueur froide, ses bras restaient croisés. Son visage, qu'elle avait tant caressé de baisers et de tendresse, était fermé comme une pierre. « Yannick, je t'en supplie. »« Je te jure que je n'ai rien fait de mal, » dit-elle dans un souffle, sa voix à peine plus forte que la pluie. Il ne bougea pas. « Ma sœur Émilie m'a tout raconté. Tu voyais un autre homme. Tu allais le retrouver en cachette alors que tu portes mon enfant. » Le sol sembla se dérober sous ses pieds. « Non, ce n'est pas ce que tu crois. C'était le tailleur. Il réparait ma robe pour l'anniversaire de ta mère. Je voulais te faire une surprise. » Mais Yannick recula d'un pas. Il jeta un petit sac à ses pieds. Dedans, quelques vêtements, une boîte de vitamines, son carnet de grossesse et une paire de sandales usées. « Pars, Liora, je ne veux plus te voir. » Et la porte se referma. Pas un mot de sa mère, qui pourtant savait. Pas un regard de sa sœur, qui avait menti. Rien. Le silence. Seule restait la pluie. Liora s'agenouilla lentement dans la boue, le sac à la main, les genoux trempés. Le monde entier semblait l'avoir abandonnée. Mais dans ce silence fracassant, une chose résonna plus fort que tout. Le battement régulier de son enfant, là, sous sa paume. Liora marchait sous la pluie, pieds nus, sans but. Vers 2 heures du matin, ses jambes cédèrent devant une grande grille en fer forgé. Elle s'effondra, inconsciente. De l'autre côté de la grille, un manoir brillait dans la nuit. À l'intérieur, Aaron Kingsley, un homme d'affaires respecté d'une 50aine d'années, lisait au coin du feu. Un cri brisa le silence. « Monsieur, une fille s'est écroulée devant la grille !» s'écria le garde. Aaron se leva, enfilant un manteau. Lorsqu'il vit Liora allongée dans la boue, trempée, le ventre tendu, il murmura « Ce n'est qu'une enfant. Amenez-la. » Elle fut transportée à l'intérieur, séchée, soignée, couverte. Le médecin confirma qu'elle allait bien. À l'aube, Liora rouvrit les yeux, désorientée. « Où suis-je » murmura-t-elle. « Chez moi » répondit Aaron calmement. « Vous êtes en sécurité maintenant. » Liora fondit en larmes. Pour la première fois depuis des semaines, elle se sentait protégée. Les jours suivants furent comme un rêve flou pour Liora. Pour la première fois depuis longtemps, elle dormait dans un lit propre, au chaud. Chaque matin, elle se réveillait avec l'odeur du pain grillé et du thé à la cannelle. Aaron avait mis à sa disposition une chambre lumineuse, des vêtements propres, des soins médicaux et surtout, du respect. Reconnaissante, Liora proposa son aide. Elle rangeait la bibliothèque, aidait à la cuisine, triait les fleurs du jardin. Elle voulait se rendre utile, occuper son esprit. Un après-midi, alors qu'elle remettait en ordre les rayons de la grande salle de lecture, Aaron s'approcha. « Vous n'avez rien à prouver, Liora. Vous n'êtes pas une domestique ici. » Elle baissa les yeux gênés. « Je n'ai plus personne. » Il la fixa un instant, le regard voilé d'une tristesse ancienne. « Vous me rappelez ma fille. Elle aurait eu votre âge. Elle a disparu il y a des années. Alors, recommençons à 0. » Liora sentit son cœur se serrer. Pour la première fois, un adulte ne voyait pas en elle une charge, mais une possibilité. Les semaines devinrent des mois. Son ventre s'arrondissait encore. Et puis, un soir, sous la douce lumière d'une veilleuse, elle donna naissance à des jumeaux, un garçon et une fille. Aaron tenait sa main. Malik et Safia,
murmura-t-elle en larmes. Le vieux manoir, jadis silencieux, résonnait désormais de cris de nouveau-nés. Aaron, bouleversé, les prenait dans ses bras comme s'ils étaient ses petits-enfants. Les jours suivants, il lui offrit bien plus qu'un toit. Il devint son mentor. Il lui montra les bases de la gestion, l'introduisit à ses partenaires, l'encouragea à apprendre, à se projeter. « Tu n'es pas faite pour survivre, Liora. Tu es faite pour diriger. » Et elle commença à le croire. Les rires des jumeaux réchauffaient le manoir, tout comme les doux rayons du matin filtrant à travers les vitraux. Malik et Safia, pleins de vie, couraient d'un couloir à l'autre, jouant avec les jardiniers, questionnant les cuisiniers. Liora, désormais épanouie, les regardait grandir avec émerveillement. Elle n'était plus l'ombre d'elle-même. Elle était mère, femme, vivante. Mais Aaron voyait plus loin. Il observait en silence la détermination avec laquelle elle aidait à gérer les affaires de la maison. Comment elle organisait les plannings, gérait les fournisseurs, parlait avec assurance aux invités de marque. Alors, il décida de lui faire une place dans sa propre entreprise. Une société logistique spécialisée dans les échanges entre port, route et air. Liora entra dans un univers d'hommes, mais elle s'y imposa. Elle lisait les rapports tard le soir, questionnait les superviseurs, prenait note des erreurs, proposait des solutions. Chaque jour, elle grandissait. Un soir, alors que les enfants dormaient, Aaron s'assit face à elle dans le grand salon. « Tu ne devrais pas rester ici à me seconder. Tu es faite pour créer, pas pour suivre. » Il lui tendit une brochure. « London Business Academy, gestion avancée et leadership stratégique. »« Londres ?» souffla-t-elle. « Mais, mes enfants ? Je m'en occupe, dit-il sans hésiter. Tu ne peux pas rester à terre si tu veux apprendre à voler. » Cette nuit-là, Liora ne dormit pas, mais à l'aube, elle avait pris sa décision. Londres fut un choc, la pluie fine, les visages froids, la rigueur, mais aussi l'ouverture, les savoirs, les débats. Liora étudia, présenta, échoua, recommença. 3 ans, 3 longues années, mais elle en sortit transformée. À son retour, les jumeaux coururent vers elle en criant. Aaron, vieilli mais fier, la serra dans ses bras. « Il est temps, dit-il. Montre au monde qui tu es. » Elle lança Phoenix Isle. D'abord, un seul hélicoptère, puis un jet, puis 3. En 5 ans, elle développa une flotte aérienne au service des ONG, des États et des grands groupes. À 48 ans, elle siégeait parmi les femmes les plus influentes du continent. Sa silhouette élégante, ses discours forts, sa vision éthique du transport aérien la hissèrent au rang de modèle pour toute une génération. Elle avait été rejetée, piétinée, humiliée. Elle était devenue un phénix. Un rugissement fendit le ciel clair de Karuma. Sur la petite piste d'atterrissage, des enfants levèrent les yeux. Des commerçants arrêtèrent leurs gestes. Un jet privé blanc descendit lentement, ses ailes brillantes caressant l'air du matin. Les médias étaient là, les curieux, nombreux. Tout le monde avait entendu la rumeur. Liora Kwame revenait. Les portes de l'avion s'ouvrirent. 2 silhouettes descendirent d'abord. Malik et Safia, désormais jeunes adultes, en costume sombre. Droit, digne, le regard fixé sur la foule. Puis elle apparut. Liora, élégante. Manteau long beige, talons sobres, lunettes noires. Elle marcha lentement, la tête haute. Ses cheveux étaient relevés en un chignon strict, son visage serein. Le silence tomba sur la piste. « C'est elle !» murmura un journaliste. La PDG de Phoenix Isle. Les flashs crépitèrent, mais elle n'accorda aucun mot à la presse. Arrivée devant les micros, elle sourit simplement. « Ce voyage n'est pas pour les affaires, c'est personnel. » Puis elle tourna les talons, ses enfants à ses côtés, et s'éloigna vers une voiture noire. Ce jour-là, Karuma ne vit pas une femme d'affaires. Elle vit le retour d'une reine. Le quartier autrefois animé de Karuma Sud était devenu silencieux. Les volets fermés, les murs ternis, les rues poussiéreuses semblaient raconter une lente agonie. Yannick Mensah vivait toujours là, seul dans la vieille maison familiale, rongée par le temps comme par les regrets. Le jardin n'était plus qu'un terrain vague. La peinture s'écaillait et les souvenirs y flottaient comme des fantômes. Depuis la mort de sa sœur Émilie, tout s'était effondré. Elle avait été emportée par un cancer, sans crier gare. Et dans un souffle d'agonie, elle avait lâché les mots qu'il avait le plus redoutés. « J'ai menti. Elle ne t'a jamais trahi. Je voulais la faire partir. Par jalousie. Je suis désolé. » Ce jour-là, Yannick n'avait pas crié. Il était resté figé,
le regard vide, comme si une partie de lui venait de mourir à son tour. Depuis, il errait dans la maison comme une âme sans but, hanté par ses choix, rongé par la honte. Il avait brisé une femme, rejeté son propre sang. Et il le savait. Jusqu'à ce jour. Un matin, alors qu'il arrosait machinalement un figuier presque sec, 3 silhouettes se dessinèrent derrière l'ancienne grille rouillée. Il leva les yeux, son cœur se serra. Elle n'était plus l'adolescente fragile qu'il avait accusée. Elle était droite, sereine, forte. À ses côtés, un jeune homme et une jeune femme, dans l'élégance calme de la jeunesse. Malik et Safiya, le sang qu'il avait nié pendant 20 ans. Yannick laissa tomber l'arrosoir. Il marcha vers eux, incertain. Ses pas étaient lents, tremblants. « C'est toi ?» murmura-t-il comme s'il n'y croyait pas. Liora ne bougea pas. « Ce sont tes enfants, Yannick. » Il chancela, puis s'écroula à genoux, les mains dans la terre humide, le visage levé vers elle. « Pardon, mon Dieu, Liora, je suis désolé. Je ne mérite rien de tout ça. » Elle s'avança, posa une main sur son épaule, ni dure ni tendre, juste humaine. « Je ne suis pas venu pour me venger. Je suis venu pour te libérer. Pour nous libérer. Je veux seulement la paix. » Yannick sanglota. Les jumeaux restaient silencieux, respectueux. Et dans ce jardin abandonné, un silence doux s'installa. Un silence de fin de guerre. Peut-être que le pardon ne rendait pas l'histoire plus belle. Mais il lui redonnait un avenir. Le ciel était couvert ce matin-là, comme si Karuma portait encore le deuil d'un passé non résolu. Liora revint. Seule. Cette fois, elle n'avait ni manteau luxueux, ni escouade de caméra. Elle portait une simple robe en coton beige, les cheveux tirés, les pas lents. À ses côtés, Malik et Safiya, silencieux comme des gardiens d'un héritage douloureux. La grille de la vieille maison était entr'ouverte. Yannick les attendait. Il semblait avoir vieilli encore en une nuit. Sa chemise froissée, ses yeux rougis, sa posture courbée disaient tout ce que les mots taisaient. Ils restèrent quelques secondes face à face, dans un silence tendu. Puis, Liora parla. « Te souviens-tu de cette nuit de pluie, Yannick ?» Il hocha la tête, sans la relever. Sa voix trembla. « Oui, je n'ai jamais oublié. J'étais aveuglé par la colère, par la peur, par l'orgueil. Et tu m'as condamné sans m'écouter, sans chercher la vérité. Tu as cru aux mots de ta sœur plutôt qu'à mes larmes. » Yannick ne répondit pas. Il serrait les poings, comme pour se contenir. Alors Malik fit un pas en avant. « Nous ne sommes pas venus pour t'accabler. Nous sommes venus pour comprendre, pour savoir qui tu es. Nous voulons connaître notre père. » Yannick leva les yeux vers lui. Ce garçon, non, cet homme, il avait ses traits, ses yeux, sa stature. C'était indéniable. Son fils, son sang. Des larmes roulèrent sur ses joues. « Je ne mérite pas votre pardon. » Liora ne broncha pas. Elle fixa Yannick droit dans les yeux. « Tu ne l'auras pas. Ce pardon-là ne t'appartient pas. Mais tu verras ce que tu as rejeté. Tu verras ce qu'ils sont devenus sans toi. Et ce sera ta vérité. » Puis elle tourna les talons. Mais Malik resta. Un instant. Et dans ce bref silence, un autre dialogue commença. Pas avec des mots, avec les regards. Karuma, jadis sourde et cruelle, déroulait maintenant le tapis rouge. Dans la salle municipale, aux lustres anciens et aux tentures de velours, une foule élégante se pressait, curieuse, fébrile. Les sièges étaient pleins, les caméras braquées, les journalistes alignés. Le maire lui-même, costume gris clair, écharpe tricolore bien ajustée, ouvrit la cérémonie. Ce soir, nous célébrons une femme dont la trajectoire inspire toute l'Afrique, une enfant de Karuma devenue une légende, une voix que nous n'avons pas su écouter autrefois. Liora était là, debout parmi eux, digne, impeccable, intouchable. Dans la foule, beaucoup baissaient les yeux en la voyant. Ils se souvenaient de la pluie, de la porte claquée, des murmures injustes, de leur silence. On l'avait jetée. Aujourd'hui, on la décorait. Quand le maire lui tendit le micro, elle le remercia poliment, puis balaya l'assemblée d'un regard calme. Sa voix était douce, mais chaque mot portait comme une lame enveloppée de velours. Merci pour cette reconnaissance. Mais permettez-moi de vous rappeler ceci. La réussite d'une femme ne doit jamais être le prix de son humiliation. Je suis fier d'avoir bâti Phoenix Isle. Mais j'aurais préféré bâtir ma vie avec moins de cicatrices. Un silence de plomb s'installa. Les applaudissements vinrent, hésitant d'abord, puis sincères. Elle termina. N'oubliez jamais, la gentillesse doit précéder la réussite. C'est elle qui révèle le vrai cœur des hommes.
Le lendemain, sous un ciel d'un bleu franc, Liora tenait une conférence de presse sur un vaste terrain poussiéreux situé à la sortie sud de Karuma. Jadis, ce terrain appartenait à la famille Mensa. Derrière elle, un panneau simple. Ici s'élèvera l'école Phénix pour filles. Elle annonça. Ce lieu abritera bientôt une école destinée aux jeunes filles abandonnées, exclues, privées de voix. Car chaque enfant mérite d'avoir un avenir, peu importe d'où elle vient. Les journalistes hochèrent la tête, certains émus. Une voix demanda « Madame Kwame, il est dit que ce terrain appartenait à votre ancien compagnon, Yannick Mensa. » Liora sourit. « Plus maintenant. Le terrain a été saisi après la faillite. Je l'ai racheté il y a 1 an. Ce terrain symbolisait la chute. Il deviendra un lieu d'élévation. » Ce jour-là, elle n'avait pas simplement posé la première pierre d'un projet. Elle avait repris possession du passé. Sans violence, sans revanche, avec vision. Le chantier de l'école Phénix touchait à sa fin. Les murs étaient peints de couleurs douces, les fenêtres posées, et des balançoires attendaient déjà les rires futurs. Au centre de la cour, le logo de l'école, un oiseau en flammes aux ailes déployées, scintillait sous le soleil. Liora se tenait sur le seuil du bâtiment principal. Droite, mais intérieurement partagée. Elle avait fait le tour du monde, connu la solitude, la richesse, la revanche, mais il lui restait un dernier chapitre à écrire, celui de l'homme qui, autrefois, avait tout brisé. Et cet homme, Yannick, se tenait là, les mains jointes devant lui, le regard incertain. Le soleil accentuait les rides sur son visage. Il semblait plus petit, plus fatigué, plus vrai. « Je ne comprends pas pourquoi tu m'as demandé de venir ici, » dit-il d'une voix rauque. Liora ne détourna pas les yeux. « Parce que je veux te proposer un poste. » Il haussa les sourcils. « Dans ton école ?» Elle répondit calmement. « Concierge, entretien, surveillance. Un rôle discret, mais essentiel. » Yannick tressaillit. « Tu veux m'humilier? Me faire balayer ce que tu as construit pendant que tout le monde te glorifie ?» Elle resta silencieuse un instant. Puis elle dit « Non, je veux savoir si tu es capable d'humilité. Parce que moi, j'ai été capable de pardon. » Ces mots tombèrent comme une cloche. Ni violent, ni accusateur. Juste vrai. Yannick baissa la tête. Il sentit sa gorge se nouer. Puis il hocha doucement la tête. « D'accord. » Le jour de l'inauguration, le ciel était clair. La cour résonnait de voix d'enfants, de rires, de flashs d'appareils photo. Les personnalités affluaient. Les journalistes suivaient chaque pas de Liora Kwame. Pendant ce temps, Yannick, vêtu d'une chemise propre et de chaussures discrètes, balayait le sol autour du portail. Chaque coup de balai était une forme de prière silencieuse. Il ne cherchait plus à être vu. Il nettoyait, il servait. Une petite fille s'arrêta près de lui. Elle portait un uniforme impeccable, 2 tresses et un cartable trop grand. « Merci, monsieur. Vous rendez notre école brillante, » dit-elle avec un sourire lumineux. Il sourit à son tour, surpris, puis baissa les yeux et pleura doucement. Pas de honte, des larmes anciennes, des larmes de paix. Le soir venu, alors que tout le monde était parti, Yannick fit le tour du bâtiment. Il entra dans une petite cabane de rangement destinée au matériel d'entretien. Là, sur la table, une enveloppe, froissée mais propre. Son prénom, écrit à l'encre noire, Yannick. Il l'ouvrit, les mains tremblantes. Une lettre, sobre, directe. « Merci de m'avoir montré ce que je ne voulais plus être. Tu m'as rejeté et j'ai trouvé mes ailes. Tu m'as fermé la porte et j'ai bâti des fondations. Je ne suis pas revenu pour te punir, mais pour te rendre à la vie. Je vole vers la paix. Adieu. Liora. » Il resta là longtemps, la lettre posée contre sa poitrine, les yeux fermés. Ce n'était pas une punition, c'était sa seconde chance. L'aube se levait sur Karuma, dorée, paisible. Les grilles de l'école Phénix s'ouvrirent en grand. Des dizaines de petites filles en uniforme bleu marine franchirent le portail pour la première fois, les yeux brillants d'espoir. Leur cartable trop lourd sur les épaules, leurs rêves encore plus grands dans le cœur. Sur la façade principale, une fresque immense recouvrait le mur blanc. Un phénix en plein envol, peint à la feuille d'or, ses ailes ouvertes vers le ciel. En dessous, en lettres capitales, là où les filles brisées apprennent à voler. C'était plus qu'un slogan. C'était un serment, un héritage, une réponse au rejet, à l'oubli, à l'injustice. Sur le tarmac privé de Karuma, un jet blanc attendait. Liora, vêtue d'un tailleur sobre et lumineux, ajusta ses lunettes de soleil.
À ses côtés, Malik et Safia, élégants et sereins, portaient chacun une mallette siglée Phoenix Isle. Ils s'apprêtaient à repartir. D'autres projets attendaient, d'autres cieux à conquérir. Mais Karuma resterait le point de départ, le berceau de leur résilience. Safia posa une main sur l'épaule de sa mère. « Prête, maman ?» Liora inspira doucement. Son regard se posa une dernière fois sur la ville, les collines au loin, le toit jaune de l'école. « Oui, cette fois, on vole selon nos propres conditions. » L'avion décolla. Il fendit le ciel dans une élégance silencieuse. À travers le hublot, Liora regarda en bas. Les nuages s'écartaient. Le monde semblait minuscule. Les douleurs anciennes, lointaines. L'amertume effacée. Elle n'avait jamais eu besoin de vengeance. Elle avait construit une destinée. Et dans le silence du ciel, une vérité résonna en elle comme un battement d'ailes. Elle avait été rejetée, humiliée, oubliée. Mais aujourd'hui, elle volait. Et le ciel lui appartenait.